Et si je te disais que le burn-out ne nous prend pas par surprise? Et si ton corps essayait déjà de te prévenir depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, mais que tu avais appris, comme nous tous, à regarder ailleurs? Pendant longtemps, j'ai cru que le burn-out arrivait d'un seul coup. Un matin, pouf, on se lève plus, on s'effondre, on peut plus travailler. Enfin, c'est l'image que j'avais du burn-out. Et puis, j'ai vécu le burn-out et j'ai accompagné des dizaines de femmes à se reconstruire. Et là, j'ai compris que cette croyance était en fait partagée par beaucoup d'entre elles et que cette image était fausse parce que la vérité, c'est que j'avais vu, comme beaucoup d'autres personnes, mon burn-out arriver sans réussir à le reconnaître. Alors aujourd'hui, je voudrais t'expliquer pourquoi. Parce qu'avec le recul et l'expérience, j'ai compris que le burn-out ne devient pas invisible, comme on dit, par hasard. Il existe en fait plusieurs angles morts qui, les uns après les autres, nous empêchent de voir ce qui est pourtant déjà là, sous nos yeux. Mais avant de t'expliquer ce que j'ai compris, j'aimerais simplement te faire entendre quelques phrases. Allez, ça va aller. Moi aussi, tu sais, c'est pareil pour tout le monde. Je suis pas folle alors? Madame, c'est le lot de toutes les mamans qui travaillent d'être épuisées. Je connais quelqu'un qui a fait un vrai burn-out. Tu te moques de moi? Hier, tu disais que t'en pouvais plus et aujourd'hui tu rigoles. Ces phrases m'ont toutes été rapportées et proviennent d'amis, de conjoints, de proches, de managers, de médecins, de RH. Ces phrases n'avaient pas forcément pour intention de faire du mal, mais pourtant elles ont contribué à la même chose. Toutes ont participé, sans le vouloir, à rendre le burn-out un peu plus difficile à reconnaître, jusqu'à conduire ces personnes jusqu'à la fameuse phase d'effondrement. Comment c'est possible? Je crois que la réponse, elle est beaucoup plus profonde qu'on l'imagine. Quand on me dit «je n'ai rien vu venir», j'ai envie de répondre avec beaucoup de douceur et de bienveillance: «Es-tu vraiment sûr de n'avoir rien vu?» Parce que dans la plupart des burn-out que j'accompagne, je dis bien dans la plupart, il ne s'est pas passé un seul événement, il n'y a pas forcément eu un matin où tout a basculé. Avec le recul, j'ai fini par comprendre qu'il existait en fait 3 pièges ou 3 angles morts. 3 angles morts qui nous empêchent de voir le burn-out alors même que tout est déjà là. Et c'est ce qui les rend particulièrement vicieux, c'est qu'aucun d'eux ne semble à lui seul anormal. Ils sont même profondément humains. Et pris séparément, ils semblent presque anodins. Mais lorsqu'ils s'enchaînent, ils créent un véritable angle mort. Un angle mort dans lequel le burn-out peut continuer à s'installer pendant des mois, voire des années, sans que personne ne mesure réellement ce qui est en train de se passer, là sous nos yeux. Premier angle mort, le corps parle, mais on minimise. C'est le déni. Le premier de ces pièges nous concerne tous et commence beaucoup plus tôt qu'on l'imagine. Bien avant l'arrêt de travail, bien avant l'effondrement, à un moment où le corps ne crie pas encore, il murmure. Il envoie de petits signaux, une fatigue inhabituelle, alors on prend des vitamines. Des tensions? On va chez l'ostéo. Petit clin d'œil à mes super collègues ostéos qui désormais me les envoient parce qu'ils les voient venir bien avant. Des difficultés à dormir, alors on prend un complément alimentaire, de la mélatonine, etc. Une boule au ventre. Et pourtant, on se dit, ça va passer. Et parfois ça passe. Quelques jours ou semaines plus tard, on se sent un peu mieux. Alors on se dit, c'est bon, je m'inquiétais pour rien. C'est ce qui rend le burn-out si déroutant. Au début, on alterne les moments où on tient encore et des moments où tout devient plus difficile. Ces hauts et ces bas entretiennent l'illusion que tout rentre dans l'ordre. Et c'est précisément là que se referme le premier piège. Parce que tant que le corps parvient encore à compenser, nous croyons qu'il va bien, alors qu'en réalité, il dépense de plus en plus d'énergie pour nous permettre de continuer à survivre. Le problème, c'est donc pas que les signes n'existent pas, c'est que nous ne leur donnons pas la bonne signification. Nous les attribuons à une mauvaise nuit, une période chargée, au stress, aux enfants, à l'âge, aux hormones, aux vacances qui approchent, à tout, à tout, à tout, sauf à l'idée que notre corps est peut-être déjà en train de nous lancer un appel. Mais c'est que le début. Parce que quand les signaux deviennent plus difficiles à ignorer, plus importants, plus envahissants, nous faisons souvent quelque chose d'extraordinaire, nous nous adaptons, encore et encore. Deuxième angle mort, on met un masque. Alors je rappelle, le premier piège, c'était de minimiser les signaux. C'est en quelque sorte le déni, cette phase de déni. On n'interprète pas. On se convainc que c'est une mauvaise passe, que ça va finir par rentrer dans l'ordre, et puis arrive un moment où au fond de nous, on comprend vraiment que quelque chose ne va plus.
On met pas forcément encore le mot burn-out dessus, bah oui, puisque on se lève encore, mais on sent que quelque chose a changé, qu'on est plus fatigué qu'avant, plus irritable, moins patient, que tout nous demande plus d'efforts. La moindre tâche commence à devenir une contrainte. Il y a plein de signaux, plein de symptômes différents, et c'est ça aussi le piège, c'est qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas dire c'est ça qui fait que tu es en burn-out ou pas. C'est le cumul. Et pourtant, au lieu de demander de l'aide, qu'est-ce qu'on fait? On redouble d'efforts. On n'abandonne pas. On accélère, parce qu'on veut continuer d'être à la hauteur, assurer, ne pas décevoir, ne pas être jugé, à protéger éventuellement ceux qu'on aime, à tenir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met un masque. On cache. Parce qu'on espère encore, au fond de nous, que c'est qu'une mauvaise période. Parce qu'on se dit qu'il suffit de tenir encore un peu. Alors on cache notre fatigue, on cache nos doutes, on cache nos larmes, on cache parfois même, si on y arrive, nos symptômes. Ou on dit rien. Et surtout, on continue à montrer une version de soi-même qui semble aller bien. Alors on sourit, on essaye, du moins, de plaisanter, on travaille, parce qu'on y arrive encore un petit peu, hein. On répond ça va, avec un sourire. On continue à faire plus ou moins ce qu'on faisait avant, avec sans doute derrière une perte d'efficacité. Et petit à petit, cette capacité d'adaptation devient tellement efficace qu'elle finit par masquer réellement notre souffrance, du moins aux yeux des autres, mais aussi finalement à nos yeux puisqu'on se ment à soi-même. Et c'est là que le burn-out devient particulièrement trompeur. Plus on va mal, plus on veut donner l'impression que tout va bien. Aujourd'hui ou dans mes accompagnements, quand je cherche une image pour expliquer ce mécanisme, je pense toujours au petit caméléon. Imaginez un caméléon. Toute sa vie, il change de couleur pour s'adapter à son environnement. Au début, c'est une force. Grâce à cette capacité d'adaptation, il survit, il trouve sa place, il se fait des copains, il évite les dangers. Mais imaginez maintenant qu'il passe des années à changer de couleur. À force de s'adapter, il finit par oublier laquelle était la sienne, à l'origine. Et je crois que beaucoup de personnes, en fait, en burn-out, vivent exactement ça. Elles se sont tellement adaptées qu'elles ne savent même plus reconnaître leurs propres signaux, ou du moins les interpréter. Elles ne savent même plus forcément faire confiance à ce qu'elles ressentent. Est-ce que cette fatigue est normale ou est-ce que je manque simplement de volonté? Est-ce que cette douleur est un vrai signal ou est-ce que je dramatise et j'exagère? Est-ce que j'ai besoin de ralentir ou est-ce que je suis juste trop faible? Est-ce que mon corps essaye de me protéger ou est-ce que je suis simplement trop sensible? À force de toujours s'adapter aux attentes des autres, on finit par ne plus savoir reconnaître sa propre couleur. Et je crois finalement que le burn-out, ça ressemble beaucoup à ça. Il ne nous transforme pas en une autre personne. Il nous éloigne progressivement de nous-mêmes. Le troisième angle mort est sans doute le plus paradoxal, parce qu'à ce stade, les signes sont souvent bien présents et visibles éventuellement à l'extérieur, en tout cas pour l'entourage, qui connaît quand même assez bien la personne et qui la côtoie au quotidien. Alors à ce stade, on n'en peut plus, c'est le moment où on n'arrive plus à porter tout ça seul, on sent bien qu'il y a quelque chose qui va plus, et on n'arrive plus à le masquer. On sait qu'on ne pourra plus continuer comme avant. Alors on trouve enfin le courage d'en parler. À une amie, à un conjoint, à sa maman, un manager, à un RH, à un médecin. On met enfin des mots sur ce qu'on ressent et on ose en parler. Et pourtant, on continue souvent à ne pas voir ce qui est réellement en train de se passer. Quand je dis on, c'est l'entourage, qu'il soit professionnel, proche, médical, parce qu'il regarde les mauvais indicateurs. Il regarde ce que la personne est encore capable de faire parce que ça lui coûte. Si elle continue à aller travailler, ben on pense qu'elle tient le coup. Si elle sourit, on pense qu'elle va mieux. Si elle rit, on pense qu'elle exagère peut-être un peu. Si elle continue à s'occuper de ses enfants, on imagine qu'elle gère encore. Bref, on regarde les apparences. Alors que le burn-out se joue souvent ailleurs. On pense qu'une personne qui va mal ne peut plus rire, plus travailler, plus avoir de bons moments. Mais le burn-out, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas un bouton on-off. Alors, on entend ces fameuses phrases qui, au passage, viennent renforcer nos propres croyances ou alors remettre en question nos propres ressentis. Ça va aller, tu prends trop les choses à cœur, prends les choses avec un peu plus de recul, euh, t'en as vu d'autres, tout le monde est fatigué, allez, fais un effort. Et ce fameux toutes les mamans qui travaillent sont épuisées. Alors celui-là, je l'adore. Voilà, petite dédicace à la personne qui se reconnaîtra peut-être. Je ne jette absolument pas la pierre au monde médical. Le burn-out, c'est un syndrome bien complexe et c'est pas pour rien qu'on en parle autant, c'est qu'il est très difficile à détecter. Mais le problème, c'est qu'en fait, le burn-out peut emprunter le visage de dizaines d'autres pathologies.
Je pense notamment à une amie qui, pendant plusieurs années, a multiplié les examens médicaux sans qu'aucune cause, objective, en tout cas, ne soit retrouvée. Elle était persuadée, pourtant, au fond d'elle, qu'elle souffrait d'une maladie grave et puis un jour, en écoutant un témoignage, sur le burn-out, elle m'a appelée, puis elle m'a dit: «Oh mais en fait, j'ai fait un burn-out». Et des années plus tard seulement, avec l'aide d'une psychologue, elle a compris l'origine de ces symptômes qui étaient professionnels. Et notamment, c'est ce qui est arrivé à mon propre médecin qui m'accompagnait. Après m'avoir accompagnée pendant des mois, j'étais, je pense, une bonne cobaye. Elle a reçu une autre patiente qui présentait des symptômes très variés et elle lui a simplement demandé: «Et au travail, comment ça va?» Et là, la patiente s'est effondrée. Cette simple question venait de mettre en lumière le burn-out. Donc voilà, c'est un petit peu ça aussi qu'il y a là derrière, c'est que le burn-out, c'est comme un grand imitateur, ça peut ressembler à plein de choses. Ça peut se manifester sous différentes manières et tant que la personne ne fait pas forcément le lien, avec, l'environnement, là je parle du travail, mais ça peut être également le burn-out parental, il peut rester invisible pendant bien longtemps. Alors bien souvent toutes ces phrases sont prononcées avec de bonnes intentions, elles cherchent à rassurer, à encourager, à relativiser et combien de fois on les a dites nous-mêmes à d'autres personnes. Mais quand elles sont répétées et qu'elles proviennent de différentes personnes cumulées, en fait, elles contribuent à repousser encore un peu plus le moment où on s'autorise nous-mêmes à croire en son propre corps. Parce qu'à force de les entendre, on finit par se dire: si je souffrais vraiment, quelqu'un me l'aurait dit, ou si c'était grave, mon médecin m'aurait arrêté. Et c'est peut-être là que se referme ce troisième angle mort, ce troisième piège, parce que pendant des mois, on apprend à faire taire notre propre corps, et le jour où on n'y arrive plus et qu'on trouve enfin le courage de l'écouter et d'en parler, alors il arrive que là, les autres, sans forcément le vouloir, je le répète, nous apprennent à en douter. Il y a une phrase qu'on entend très souvent: «Je n'avais rien vu venir». Mais aujourd'hui, je crois qu'elle est incomplète. Et hasard du calendrier ou pas, il y a quelques jours, une cliente m'a dit une phrase qui m'a profondément marquée. Elle m'a dit: «Je l'avais senti venir, mais je ne savais pas quoi faire pour empêcher ça. Alors j'ai décidé de laisser la vie décider à ma place». Je crois que cette nuance, elle est essentielle, parce que le parcours n'est pas toujours celui d'une personne qui ne voit rien. C'est parfois celui d'une personne qui voit, mais qui ne sait plus à quel message faire confiance. Une collègue qui lui dit: «Attention, tu vas faire un burn-out». Une amie lui dit exactement la même chose, quelques mois plus tard. Son manager lui répond: «C'est pareil pour tout le monde». Et puis son médecin pense que les vacances ont suffi à la reposer. Alors comment continuer à faire confiance à ce qu'on ressent quand tout autour de soi brouille les repères? Et vraiment, quand j'y pense, je trouve ça vraiment injuste parce qu'après un burn-out, beaucoup de personnes culpabilisent. Elles disent: «J'aurais dû m'arrêter plus tôt. Pourquoi je ne l'ai pas vu venir? Comment ai-je pu en arriver là?» Et il y a énormément de culpabilité à ce moment-là. Mais après tout ce qu'on vient de voir, est-ce vraiment si étonnant? Pendant des mois, parfois des années, en fait, le corps envoyait des signaux. Et lorsque le corps n'a plus eu d'autre choix que de crier, tout le monde a cru que le problème venait de commencer. Et je crois que c'est ça qui est essentiel à retenir aujourd'hui. Le burn-out, c'est pas une histoire qui commence le jour où on s'effondre, c'est une histoire que le corps essaye souvent de raconter bien avant. Je dirais même qu'il est en quelque sorte le dernier chapitre d'une histoire que le corps raconte en fait depuis très longtemps. Parce qu'avant l'effondrement, je le répète, il y a trois angles morts. Le premier, c'est quand le corps commence à parler, mais qu'on minimise ses signaux, avec cette phase aussi de déni. Le deuxième, c'est quand on comprend qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, mais qu'on continue malgré tout à nous adapter et qu'on cache autant que possible les symptômes, sa souffrance à l'entourage. Et le troisième, c'est quand la personne regarde enfin au bon endroit, à savoir à l'intérieur d'elle-même, et trouve le courage d'en parler. Là, les regards extérieurs, parfois, encore une fois, peuvent brouiller sa perception. Alors si on remplaçait la question «est-ce qu'elle tient encore?» par une autre qui est plutôt «comment est-ce qu'elle va vraiment?» Peut-être que c'est là que la prévention commencerait, dans les entreprises, dans les cabinets médicaux, dans nos familles, mais aussi dans le regard que nous portons sur nous-mêmes. Parce qu'avant d'attendre que quelqu'un d'autre nous autorise à considérer notre souffrance comme légitime, il faudrait peut-être commencer par écouter ce que notre corps essaye de nous dire. Je dirais en fait que le burn-out ne se voit pas parce qu'il est invisible, il ne se voit peut-être pas parce qu'on n'a pas appris à regarder là et où il commence réellement. Et si, en écoutant cet épisode, tu as pensé: «J'aurais aimé comprendre ça plus tôt», sache une chose, tu n'as pas forcément ignoré les signes. Tu les as simplement interprétés avec les mêmes repères que ceux que nous avons presque tous appris.
Et c'est précisément pour ça qu'on doit apprendre à regarder autrement. Si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ce que j'ai partagé, ou si une personne de ton entourage t'est venue à l'esprit en l'écoutant, alors je t'invite à lui partager cet épisode. Et si tu ressens que c'est le moment d'être accompagné pour te reconstruire après un burn-out ou prévenir un nouvel épuisement, alors tu peux réserver une séance découverte via le formulaire de contact sur mon site pepsepotentiel.com ou m'écrire directement à l'adresse contact@pepsepotentiel.com. Et enfin, si tu es manager, dirigeant, RH, membre d'une organisation, et que tu souhaites sensibiliser tes équipes à la prévention du burn-out ou à la gestion du stress à travers un atelier, une conférence ou une formation, n'hésite pas à me contacter, j'interviens également auprès des entreprises. Alors à très bientôt pour un nouvel épisode de Retrouve ton PEPS. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des suivants, à me laisser un avis 5 étoiles et à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. On se retrouve très vite et d'ici là, prenez bien soin de votre PEPS.